commence. C'est Dr Jalti, je suis assistant à l'hôpital Beblouet. Je m'excuse pour ce matin, on devait faire le cours, mais vu que j'étais programmé, j'ai préféré pour ne pas vous faire perdre du temps et voyant que l'examen est proche, de vous faire une visioconférence portant sur l'embolie graisseuse. Alors, c'est quoi une embolie? Une embolie, c'est toute obstruction d'un vaisseau par un corps étranger. L'embolie va prendre le nom de l'embole. On distingue plusieurs types d'emboles selon sa nature. On distingue la thromboembolie qui est la migration d'un thrombus, l'embolie graisseuse par la graisse, amniotique par passage du liquide amniotique dans la circulation et plein d'autres exemples cités sur cette planche. En général, l'embole libérée dans la circulation va causer premièrement une obstruction mécanique, se traduisant par une ischémie, et par une réaction inflammatoire dont la sévérité dépend de la nature de l'embole. Alors, l'embolie graisseuse, c'est quoi? Cliniquement, c'est la réponse inflammatoire secondaire à l'embolie de globules graisseux, qui se traduit par des signes spécifiques. Le plus fréquent et le plus important sont les troubles respiratoires aigus. Elle est le résultat de toute agression ou traumatisme concernant surtout les os. Le diagnostic est surtout clinique, donc il faut être toujours alarmé sur ce diagnostic après toute fracture ou toute agression du fût médulaire d'un os lent. La prévention reste le meilleur traitement. On ne peut pas comprendre le chemin de migration ou la physiopathologie de l'embolie sans parler de la circulation sanguine au sein même d'un os lent. Donc, elle est assurée, comme vous voyez, par trois systèmes vasculaires, l'artère nourricière, le réseau métaphysio-épiphysaire et le réseau périosté. L'artère nourricière, qui prend origine à partir des artères systémiques, fait partie du système à haute pression. Elle pénètre l'os par le foramen nourricier, dont va donner des branches ascendantes et descendantes, et assure la vascularisation des deux tiers internes de l'os mature. Le réseau métaphysio-épiphysaire qui importe peu dans cette pathologie et comme son nom l'indique, se situe aux deux extrémités des os longs et prend origine du plexus vasculaire périarticulaire. Dernièrement, c'est le réseau périosté qui est un système à basse pression qui va vasculariser le tiers externe de l'os long, prend origine des insertions musculaires surtout et des vaisseaux périosseux, dont des artères de Volkmann, ce que vous voyez qui sont perpendiculaires à l'axe de l'os, et le système harvarsien qui est parallèle à l'axe de l'os. On a parlé de l'architecture, si on peut dire de la vascularisation osseuse qui est incrustée dans l'os, mais cette graisse qui va faire l'embolie, elle vient d'où? Dans un os long, il y a la partie externe dure ou corticale, qui est un os dense, laminaire, et qui a la partie centrale ou médulaire qui contient la moelle osseuse. C'est quoi la moelle osseuse? Vous l'avez déjà vu en étude basique. La moelle osseuse, c'est un tissu gélatineux intramédulaire contenant des cellules souches et des cellules stromales. On distingue la moelle rouge qui est sa fonction principale et surtout le hématopoïétique, donc c'est la génération des cellules hématiques, constituée de 40% d'eau, 40% de lipides et 20% de protéines. La moelle jaune qui est un tissu graisseux de soutien, et vous voyez qu'elle est constituée de 80% de lipides. La composition ou le pourcentage de ces deux types varie selon l'âge. On note trois principales périodes. On a la période avant l'âge de 1 an, c'est purement moelle rouge. À partir de 1 an, commence à apparaître la moelle jaune qui va prendre la dominance sur la moelle rouge. Et après l'âge de 20 ans, il y a une prédominance nette, si on peut dire, de la moelle jaune qui est principalement, on le rappelle, faite de la graisse. Sur le plan épidémiologique, peu de preuves ou de séries cliniques décrites dans la littérature internationale pour bien estimer son incidence. Il faut savoir qu'elle survient dans 3 à 4% des fractures des os isolées et dans 10 à 15% des polytraumatisés.
Les étiologies sont bien évidentes et comme on l'a déjà dit dans l'introduction, c'est surtout les traumatismes portant sur un os lent, que ce soit la fracture elle-même ou au cours du traitement de cette fracture par enclouage centromédulaire ou au cours d'une agression d'un os lent euh, au cours de la préparation de la mise en place d'une arthroplastie. Maintenant qu'on a vu la vascularisation, la composition de la moelle osseuse et les étiologies ou les circonstances de survenue de tableau clinique, il faut se demander pourquoi ou comment survient cette embolie graisseuse. Il y a deux théories qui sont décrites. La théorie mécanique euh, qui dit que fracture ou agression du flux médulaire va causer le passage des gouttelettes de graisse dans la circulation veineuse. De là va y arriver une obstruction mécanique en péri-alvéolaire dans le poumon qui déclenche un syndrome de détresse respiratoire aiguë. La deuxième théorie, qui est la théorie métabolique, par contre, dit que c'est le stress post-traumatique qui déclenche une réponse inflammatoire systémique, responsable d'une augmentation des lipases sériques qui vont agir sur les cellules graisseuses et de là déclenche l'embolie graisseuse. C'est pas ça qui importe le plus, mais plutôt ce qui se passe en libérant ces gouttelettes de graisse libres dans la circulation. On a de 1, le traumatisme, comme déjà vu, soit la fracture elle-même, soit iatrogène du flux médulaire va causer la libération et le passage de la graisse dans le sang. La réponse inflammatoire commence déjà par une tachycardie, puis arrivé dans le poumon. Quand cet embole va arriver dans le poumon, il y aura une agression de la barrière d'échange et de là un syndrome de détresse respiratoire aiguë et un collapsus alvéolaire. Cela va se traduire cliniquement par une hypoxie, des troubles, voire même une insuffisance respiratoire aiguë. Ça ne va pas s'arrêter à ce niveau dans le poumon, mais touche tous les organes du corps humain. Quand ça va arriver au niveau du système nerveux central, le même phénomène inflammatoire se traduit par des troubles de la conscience. Au niveau périphérique, l'hémorragie par un rash va se traduire par un rash pétéchial, embolie rétinienne, où on va retrouver des gouttelettes de graisse dans les urines, une thrombocytopénie par consommation, etc. Ce qui est en rouge sur cette planche représente les critères de diagnostic majeurs. Ce qui est écrit en bleu sont les critères diagnostiques mineurs. On a 3 critères diagnostiques majeurs et on a plus de 4 critères diagnostiques mineurs. Cliniquement, devant un malade, ce que vous allez voir ou ce que vous devez chercher, c'est surtout à l'interrogatoire. Donc, vous devez être alarmé devant tout patient qui a subi un traumatisme désolant, que ce soit une fracture ou même iatrogène, après une mise en place d'une prothèse de la hanche ou une prothèse du genou, et doit être surveillé entre le premier et le troisième jour. C'est durant cet intervalle que on a la probabilité ou le risque accru d'avoir une embolie graisseuse. Les symptômes et les signes d'appel sont vagues. Ça peut aller de la dyspnée, et des troubles de tension, de conscience. Il y a cette planche qui résume bien les choses. L'examen physique, vous devez chercher devant cette suspicion une tachycardie, une tachypnée, des pétéchies cutanées au niveau axillaire ou muqueux au niveau buccal et surtout conjonctival, c'est plus fréquent. Il y a plusieurs formes cliniques de l'embolie graisseuse. La forme complète ou la plus commune, elle était la première fois décrite par M. Gerd. Euh, elle contient, le patient va présenter les trois signes ou les trois composants suivants, une atteinte respiratoire, une atteinte neuropsychique et une atteinte cutanéo-muqueuse, avec un intervalle libre de 12 à 24 heures après le traumatisme, après l'agression du flux médulaire de l'os lent, et une hyperthermie. La forme fulminante, elle survient sans intervalle libre, donc soit directement après la fracture ou directement après la préparation du flux médulaire d'un os,
soit par alésage ou pour la mise en place d'une prothèse. Il y a les formes qui sont cérébrales pures, donc il n'y a que les signes neurologiques qui vont prédominer, ou infracliniques qui ne sont pas aussi graves, mais doivent être surveillés et doivent bénéficier des mesures qu'on va voir après. Pour le traitement. Pour le traitement, la prévention reste le meilleur traitement. Mais une fois survenu, le traitement médical consiste à il n'y a que le traitement médical et mesures de réanimation ou d'accompagnement qui consiste à une aide respiratoire mécanique à haute pression, ou ce qu'on appelle le PEP. Comme on a déjà vu dans le mécanisme, il y a un collapsus alvéolaire qui va survenir. La pression positive en fin d'expiration va empêcher ou lutter contre le collapsus. C'est ça le rôle ou le mécanisme d'action ou d'intervention de l'assistance respiratoire mécanique à haute pression. La prévention, c'est surtout la stabilisation de toute fracture des os longs, de préférence avant les 24 heures. C'est ça ce qui est plus important à retenir. Et afin de réduire le risque iatrogène de l'embolie graisseuse, il faut toujours alléger d'un diamètre supérieur au diamètre de l'implant. Vous êtes au service, je vous invite, pour les gens qui n'ont pas encore fait, pas encore vu le traitement par enclouage centromédulaire, vous êtes les bienvenus au bloc opératoire pour voir ça. Et le traitement définitif n'est pas toujours possible chez des patients qui sont instables et donc la prévention n'est pas toujours possible. Et il y a toujours le fixateur externe qui peut au moins stabiliser la fracture et couper le cercle vicieux de l'embolie graisseuse. Comme conclusion, le pronostic, c'est 15% fatal. Je dirais que c'est vraiment un peu délicat ou un peu difficile d'y penser ou de confirmer le diagnostic. Il faut toujours commencer directement par les mesures de réanimation. Il faut toujours garder dans la tête que toute fracture, toute agression de l'os long, soit suite à une fracture ou au cours du traitement de fracture ou même au cours de la chirurgie froide, la mise en place d'une prothèse, peut nous causer ça. Le diagnostic, il est purement clinique. Vous devez retenir les critères majeurs qui sont au nombre de 3, PTChy, insuffisance respiratoire, troubles neurologiques, et les critères mineurs qui sont plusieurs. Et devant cette suspicion et ce tableau qui reste qui reste un peu difficile à diagnostiquer, posez le diagnostic. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous aurez des questions?